Depuis la nuit des temps, je t'appelle, dans l'endroit le plus profond de ton esprit, à travers le silence des millénaires, comme une étoile qui brille sans faille dans la noirceur céleste. J'étais là avant toi, et malgré tous tes efforts pour me détruire, je te survivrai. Quand ton corps et tes rêves seront poussière, je serai toujours là, debout, comme un phare qui rayonne une lumière invisible. J'éveille simplement ta curiosité alors que je suis ton origine, ta substance essentielle et ton espoir d'éternité. Je suis ton père et ta mère, la porte de ton existence. Dans ton monde précipité et suréclairé qui court tête baissée sans but réel, je suis une présence oubliée, reléguée au rang de l'inutile. Tu m'ignores, car je ne te procure pas de plaisir, alors que je suis le sens de ta vie. Car, malgré ma bienveillance envers toi, je te dérange dans tes histoires de possession et de richesse. Tu me tournes le dos, convaincu que j'appartiens au passé, alors que je suis ton seul avenir. Je suis le retour aux sources, la verticalité, l'énergie vitale, la mémoire profonde. Je suis toi. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous passés de ça à ça? En un clin d'œil à l'échelle cosmique, nous, êtres humains, avons quitté la mère nature avec qui nous avions vécu pendant des millions d'années pour vivre dans un monde carré. Nous avons troqué l'espace céleste circulaire pour l'angle droit terrestre. Pourquoi sommes-nous entourés d'angles droits? Nous vivons dans des pièces carrées, à l'intérieur de bâtiments carrés, dans des quartiers ou blocs carrés. Nous circulons sur des routes qui se croisent à des jonctions à angles droits. Nos meubles sont carrés, nos livres sont carrés, nos écrans sont carrés, nos fenêtres sont carrées, tout est carré. Cela semble tout à fait normal pour tout le monde, même si les carrés n'existent pas dans la nature. Dans les moyens de transport, les angles sont évités, car ils entravent le mouvement. Beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui leur vie sans jamais toucher le sol, dans les villes où la nature est un souvenir lointain. Ces angles droits sont si étrangers au monde vivant. Mais quel impact ont-ils sur nous? Qui a introduit l'angle droit dans le monde humain? Et pourquoi? Sommes-nous comme des enfants de passage qu'on aurait mis au coin? Apparemment, dès nos débuts, il y a des millions d'années, nous étions nomades. Pour survivre, nous suivions les ressources animales et végétales disponibles. Nous vivions soumis aux caprices de la nature, un peu comme des animaux ou comme un enfant qui n'a pas son mot à dire. En tant que nomades, nous nous déplacions et changions d'endroit selon les saisons. Nos points de repère étaient dans le ciel, car les étoiles sont les mêmes,
où que l'on soit. Et tout dans le ciel est circulaire et tourne. Les peuples encore nomades à notre époque vivent dans des abris circulaires partout sur Terre. Mongols, Esquimaux, Amérindiens, Pygmées. Ils construisent tous en cercle et en dôme. Ils érigent et démontent leurs habitations à différents endroits et se laissent guider par les cycles du temps. Nous aurions pu rester nomades pendant très longtemps, comme certains requins qui n'ont pas évolué depuis 100 millions d'années. Mais cela n'a pas été le cas pour nous, les humains. Soudainement, après avoir vécu pendant plusieurs millions d'années de la même manière, en l'espace de 10 000 ans, quelque chose s'est produit que nous appelons la révolution néolithique. C'est juste un battement de cils à l'échelle de l'évolution, où nous sommes passés d'une vie presque animale, où la lutte pour la survie était l'activité principale de notre existence, au statut d'espèce voyageant dans l'espace. Nous sommes peut-être trop évolués, capables de détruire notre propre planète. Cela ne semble pas avoir de sens. Comme s'il manquait une pièce essentielle à cette histoire. Il y a des milliers d'années, bien avant les Romains, avant les Grecs, et même avant l'ancien empire de l'Égypte. Un peuple inconnu construisait des monuments mégalithiques sur la planète Terre. Leurs œuvres ont traversé des continents et des millénaires, ce qui nous laisse croire qu'ils étaient des populations séparées, sans lien entre elles. Mais les similitudes entre les techniques de construction utilisées, les principes architecturaux impliqués et les gravures et sculptures semble indiquer un processus de pensée commun. Lorsque nous examinons les alignements astronomiques, la géométrie et les mesures de ces monuments, nous pouvons être sûrs qu'ils proviennent d'une même base culturelle. Notre histoire la plus ancienne commence avec les Sumériens, un peuple mystérieux qui est soudainement apparu de nulle part. Selon Bérose, le prêtre chaldéen du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils sont venus de la mer et ont apporté avec eux des connaissances stupéfiantes qu'ils ont enseignées aux populations locales. Ils ont introduit les 360 degrés dans un cercle, les 24 heures dans la journée et les 60 minutes dans chaque heure. Ils avaient des mathématiques sophistiquées et une langue complexe. Nous semblons avoir conservé de nombreuses choses de cette culture dans notre organisation actuelle. Vers l'an 2000, les fondements de notre modèle de l'évolution humaine récente vont être ébranlés par une découverte archéologique tel un tsunami, aussi inattendu que fracassant. Sur le plus haut sommet des montagnes Germus, région aride et isolée de la Turquie du Sud-Est, on a découvert des vestiges de la première architecture mégalithique au monde. Göbekli Tepe. Un vaste chantier en cours,
révèlent des pierres dressées en forme de T, atteignant les 5,50 m de hauteur. Ils étaient cachés de la vue sous une gigantesque colline artificielle en pierre sèche, parfaitement conservée. Mais ce qui a bouleversé nos idées sur les origines de la civilisation est la date de ce monument. Le carbone 14 est sans appel. Ils furent érigés il y a 11 500 ans. C'est unique et ça change tout. Tout ce que nous avons appris sur les origines de la civilisation s'est effondré. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses fouilles dans la région. Et en 2024, 13 autres sites ont été découverts autour de Göbekli Tepe. Ils ont été appelés les sites de Taş-Tepeler. Beaucoup d'entre eux contiennent des piliers en forme de T et certains semblent dater d'avant Göbekli Tepe. D'autres sites, encore plus anciens, ont été découverts beaucoup plus à l'est, autour de la source du Tigre. Mais malgré les faits, il est difficile de changer nos idées et nos opinions. Une sculpture grandeur nature d'un homme à l'allure plutôt sophistiquée a été trouvée à proximité et datée dans la même époque. Certaines des découvertes les plus stupéfiantes proviennent de Karahan Tepe, un site archéologique incroyable qui n'a rien à envier à Göbekli Tepe. En 2023, sur ce site voisin, une incroyable sculpture d'un homme assis a été découverte. Il avait une longue barbe pointue, comme les pharaons égyptiens. Malgré ces découvertes, dans un musée sur place, les gens sont représentés avec des cheveux longs et emmêlés, et les hommes avec des barbes rugueuses et non taillées, car c'est ainsi que nous imaginons ces personnes. Les mégalithes de Göbekli Tepe ont été érigés 7000 ans avant le début de la civilisation sumérienne, censée être à l'origine de la nôtre. C'est plus de temps qu'entre les anciennes pyramides et nous. Ce sont donc les mégalithes les plus anciens connus, et l'angle droit est déjà présent. Ces mégalithes ont été séparés du substrat rocheux, puis taillés, transportés et érigés. Une des pierres a été retrouvée encore dans sa carrière. Elle fait 7 mètres de long et 3 mètres de large. Göbekli Tepe est un ovni archéologique qui change le paradigme des origines de notre monde. Personne n'avait jamais imaginé son existence avant sa découverte. Il contredit toutes les anciennes théories sur le début de la civilisation humaine. La finesse des sculptures d'animaux en relief montre un respect de la nature et non une relation sanguinaire et alimentaire. Des gravures de serpents, l'un des animaux les plus représentés, et souvent en groupe, ondulent dans le sens vertical, telles des énergies montantes ou descendantes. L'organisation des gravures sur certaines pierres est très complexe et indique une association de concepts. Des formes rectangulaires sont déjà présentes. Les piliers centraux en forme de T qui se font face génèrent une structure très géométrique au centre de ces enceintes. Ils créent un volume rectangulaire. Les pierres sont disposées en cercle avec des menhirs plus grands au centre. Cela rappelle Stonehenge en Angleterre, construit environ 7000 ans plus tard. La forme ronde se connecte à la vie nomade, où tout est circulaire, comme le ciel. Ces piliers en forme de T
marquent la jonction du vertical et de l'horizontal. Ils ont été taillés en rectangle parfait et puis fichés au sol dans une dalle trouée, horizontale et rectangulaire, qui fait comme un socle. Ce rapport entre le cercle et l'angle droit indique la relation entre le ciel et la terre, dont l'homme peut se considérer comme un intermédiaire. Les monuments sophistiqués de Göbekli Tepe font éruption dans un monde primitif, tranchant sur l'horizon avec des formes futuristes, comme des antennes sur le sommet d'une colline. Vers 8000 ans avant notre ère, l'ensemble de ces constructions mégalithiques de Göbekli Tepe a été caché de la vue, recouvert par un immense cairn, une construction en pierre sèche de 300 mètres de diamètre et de 15 mètres de hauteur, une entreprise colossale, nécessitant le transport de 350 000 mètres cubes de pierre, soit environ 25 000 camions-bennes. Il aurait été beaucoup plus facile de détruire le monument si on avait voulu s'en débarrasser. On a clairement cherché à conserver ce monument pour des générations futures. Sur l'île de Minorque, dans la mer Méditerranée, on trouve des structures très similaires, des enceintes circulaires avec des mégalithes en forme de T au centre. Elles sont censées avoir été construites 8500 ans après celles de Göbekli Tepe, par des gens qui n'avaient aucun lien avec ces bâtisseurs. Pourtant, les similitudes architecturales sont frappantes. Les sources de la culture mégalithique ont coulé dans le secret pendant très longtemps. Ces constructions mégalithiques datent peut-être de 2000 ans avant le début de l'agriculture qui a commencé vers 8000 avant Jésus-Christ, avant les premiers villages en pierre. On pense que les humains vivaient alors uniquement dans des tribus primitives. Sur un autre continent, dans l'iconographie maya, le thé est omniprésent. C'est une représentation de l'arbre, considéré comme une source de vie, de souffle divin, car il produit l'oxygène nécessaire à notre existence. Le mot maya, thé, signifie arbre, ce qui est proche de tree en anglais. Il y a aussi équivalence entre la forme et le nom qu'on donne à cette lettre en français. Et si Göbekli Tepe était l'arbre de la connaissance dont il est question dans la Genèse de la Bible? C'est vrai qu'on y trouve beaucoup de serpents. En France, à Karnak, il y a des milliers de mégalithes. Le magazine National Geographic a classé Karnak comme le lieu le plus mystérieux sur Terre. Si les gens sur cette planète voyageaient sur de longues distances il y a des millénaires, ils devaient pouvoir s'orienter. Pour s'orienter, il faut d'abord connaître les directions cardinales. Voilà un autre exemple d'angle droit très présent dans notre vie, même si on n'en a pas toujours conscience. Les axes nord-sud et est-ouest se coupent perpendiculairement, structurant l'espace selon les carrés. C'est la base de la géométrie,
la mesure de la Terre. Mais c'est aussi une véritable rupture avec la nature. Est-ce qu'on connaît leur origine? Pour s'orienter, nous utilisons parfois une boussole aimantée qui vise le nord magnétique terrestre. Si cette façon de s'orienter peut être utile pour se déplacer, ce n'est pas une orientation fiable sur du long terme, pour orienter un monument par exemple. Le nord magnétique se déplace en fonction des mouvements de la masse sphérique à l'intérieur de la Terre. Cette direction change donc avec le temps et selon le lieu où on se trouve. Ce n'est pas du tout la même chose que le nord géographique qui reste stable. Les bâtisseurs de la Grande Pyramide ont orienté leur ouvrage avec une très grande précision sur le nord géographique, qui n'a pas changé depuis. Le nord géographique vise le pôle nord par lequel passe l'axe de rotation de la Terre. Le sud géographique est à l'opposé. Les méridiens sont des lignes dites de longitude qui relient les deux pôles de la Terre et qui tracent donc l'axe nord-sud. Cet axe est le centre de la rotation nocturne des étoiles. L'équateur, qui est le plus grand cercle que l'on puisse tracer sur la Terre, coupe les méridiens à angle droit. Les parallèles ou lignes de latitude sont parallèles à l'équateur. Ce sont des cercles qui rapetissent au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur, jusqu'à devenir un simple point au pôle. La sphère terrestre devient l'espace quadrillé avec des angles droits. Peut-on trouver les axes cardinaux dans ces constructions mégalithiques? Carnac en Bretagne est un bon endroit pour commencer à chercher. Il y a 7000 ans, dans le sud de la Bretagne, en France, dans la région de Carnac, a débuté la construction du plus grand ensemble mégalithique au monde. Dans une région allant de la côte orientale du golfe du Morbihan jusqu'à la presqu'île de Quiberon, sur un territoire d'environ 200 km², on trouve encore 6 grands alignements de pierres et plusieurs restes de petits alignements. 7 tumuli massifs. Au moins 10 cromlechs ou cercles de pierre. 2 enceintes quadrilatérales. Plus de 200 dolmens, dont 5 contiennent de nombreuses gravures et beaucoup qui ont encore leur cairn. Et enfin d'innombrables menhirs ou pierres dressées, isolées. Le plus grand étant le grand menhir brisé à Locmariaquer, maintenant couché, mais jadis atteignant près de 20 mètres de haut. D'autres, toujours debout à Cair 0, mesurent 6,5 mètres. Ces alignements de Cair 0 à Erdeven sont composés de 9 lignes de menhirs orientées exactement sur l'axe est-ouest. Et même si certains d'entre eux ont été détruits parce qu'une route a été construite à travers, leur orientation reste évidente. Il y a tellement de mégalithes dans cette région que beaucoup ont été abandonnés. On estime qu'environ 90% de ces monuments ont disparu.
premiers dessins et gravures des sites donnent une toute autre impression, avec une visibilité à perte de vue, des mégalithes omniprésents dans le paysage. Nous imaginons plus facilement la splendeur initiale de cette architecture d'un autre temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi des centaines de milliers de tonnes de pierre ont été extraites et transportées pour former des lignes, des courbes, des chambres et des collines? À quoi ça sert? Karnak a été choisi précisément pour l'implantation de ces colosses. Il présente des caractéristiques très spéciales qui sont liées à sa latitude. C'est l'astrogéométrie. L'astrogéométrie est une ancienne science, aujourd'hui oubliée, qui donne un caractère spécial à un lieu par le fait que le Soleil et ou la Lune tracent une forme géométrique déterminée à l'horizon par les positions extrêmes de leur lever et coucher. 2 jours par an, le 21 mars et le 23 septembre, partout sur Terre, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. D'où le mot équinoxe, nuit égale au jour. Ces jours-là, le Soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest, partout sur la planète. Les jours suivant les équinoxes, les levées et couchers du Soleil s'éloignent progressivement de l'axe est-ouest vers des points extrêmes où ils s'arrêtent pendant quelques jours. C'est pour cela que la durée du jour varie. En fait, le mouvement du Soleil levant à l'horizon est comme le balancier d'un pendule. Il y a des pauses, des accélérations et des décélérations. Les jours les plus longs et les plus courts de l'année sont appelés solstices. En latin, cela signifie « le soleil s'arrête ». Le 21 juin est le solstice d'été dans l'hémisphère nord et le 21 décembre est le solstice d'hiver. Ces jours correspondent à la position du lever et du coucher du soleil à l'horizon lorsqu'ils sont à leur limite extrême. Le lever du soleil est le plus éloigné de l'axe est-ouest. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus ces variations deviennent importantes. À la latitude de Karnak, lorsque les monuments ont été construits, le Soleil a tracé une forme géométrique très particulière. La position de son lever à l'équinoxe sur l'axe est-ouest et la position de son lever au solstice d'été, la plus au nord de son mouvement annuel, délivrent l'angle exact d'un triangle 3-4-5. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les constructeurs de mégalithes devaient le savoir. Et ils ont utilisé ce fait pour déterminer les axes cardinaux. Ils ont dû choisir la latitude de Karnak à dessein. Ils ont délibérément implanté ici la première architecture monumentale à grande échelle de l'humanité. Et personne ne semble en parler, à part quelques rares exceptions. L'axe du triangle 3-4-5 est très visible dans les alignements de Kermario à Karnak. Mais qu'y a-t-il de si spécial dans le triangle 3-4-5? Les bâtisseurs semblent avoir fait beaucoup d'efforts pour le rendre central dans leur construction. Nous avons appris que le triangle 3-4-5 est le premier triangle de Pythagore, le savant grec qui a vécu il y a 2500 ans. J'ai découvert depuis que ce triangle était déjà bien connu avant cela, puisque les Sumériens l'avaient écrit sur leurs tablettes, qui datent de 3500 ans. L'élévation de la pyramide centrale du plateau de Gizeh est également structurée selon ce triangle, et cette pyramide a plus de 4500 ans.
Selon Plutarque, un philosophe grec du 1er siècle, les Égyptiens tiennent en très grand honneur le triangle 3-4-5, le plus beau des triangles, dans la mesure où ils le comparent à la nature même de l'univers. Le triangle 3-4-5 est l'expression de l'union de trois forces fondamentales. 3 est la verticalité, le ciel. 4, la terre, l'horizontalité. Et 5, l'être humain, avec ses 5 doigts pour agir dans le monde. Ce triangle a été omniprésent dans notre vie moderne. C'est la manière la plus simple de tracer un angle droit exact. Le triangle sacré des Égyptiens est encore utilisé sur nos chantiers pour dessiner l'angle droit d'une maison. Les maçons utilisent le triangle 3-4-5 et la précision est au millimètre près. 6 mètres sont mesurés d'un côté, puis 8 mètres perpendiculairement. Les deux extrémités sont repositionnées pour obtenir exactement 10 mètres. Et alors, vous êtes sûr d'obtenir un angle droit exact. La chose particulière à propos du triangle 3-4-5 est qu'il a des nombres entiers sur les 3 côtés. Sur un papier quadrillé, si nous mesurons 3 carrés verticalement et 4 carrés horizontalement, alors la ligne joignant les deux extrémités aura exactement la même longueur que 5 carrés, même si elle est en angle. Donc la relation entre les 3 coins est très précise. Dans les sites mégalithiques de Karnak, les côtés du triangle 3 et 4 suivent les directions cardinales. C'est la combinaison des mesures, des angles, des directions cardinales et des nombres entiers qui rendent ces monuments si spéciaux. Dans la pensée ancienne, chaque forme génère une onde qui a un effet sur les êtres vivants. Aujourd'hui, nous pouvons les appeler les ondes de forme. Sur cette paroi rocheuse, avec une gravure de onde, on voit la forme de l'ankh, un T avec une forme ronde en haut qui est placée sur une fracture dans la roche. Elle relie le ciel, la partie ronde, et la terre, le T. Dans l'ancienne Égypte, les champs de culture étaient circulaires, ce qui les ouvrait à l'influence céleste. Les espaces sacrés sont construits selon ce principe. Dans une expérience menée sur la plage avec 2 éminents géobiologistes français, ils ont pu détecter des ondes de forme émises par une forme simplement tracée dans le sable. C'était le double carré aux dimensions exactes de la chambre de la Grande Pyramide. Les éléments de la science des anciens sont venus jusqu'à nous sous le nom de quadrivium. Selon la façon de voir de l'Antiquité, les 4 voies du quadrivium, les nombres, la géométrie, la musique et l'astronomie, sont les 4 chemins qui permettent la relation à l'esprit, une intelligence supérieure qui dépasse l'ego humain. Au cœur de tout est le nombre, principe qui précède la création et qui la détermine à travers les lois. Ensuite, la géométrie, qui est le déroulement du nombre dans l'espace. La musique, le déroulement du nombre dans le temps. Et enfin, l'astronomie, le déploiement du nombre dans l'espace et le temps.
La recherche de cette relation avec l'esprit devrait être le sens même de l'existence terrestre, car il n'y a que par cette relation que l'être humain peut découvrir sa véritable nature. L'astrogéométrie est donc la combinaison de deux matières du quadrivium, l'astronomie et la géométrie. Karnak semblerait donc le lieu idéal pour des constructions rectangulaires, le temple de l'angle droit en quelque sorte. En traçant l'axe du lever du soleil au moment du solstice, moment où les levées sont fixes sur plusieurs jours, il devient facile de tracer des axes cardinaux, est-ouest et nord-sud, grâce au triangle 3-4-5. C'est ce que firent les bâtisseurs. En faisant cela, ils introduisirent une harmonie à tout un territoire. Ils créaient ce qu'on pourrait appeler un gigantesque espace sacré, une sorte de jardin d'Éden. Les deux dolmens de Rondo Sec à Plouarnel sont alignés côte à côte. Au moment du solstice d'hiver, les rayons du soleil levant rentrent par la petite entrée basse et viennent éclairer une pierre au fond de chaque chambre. Mais plus étonnant, si les axes de ces deux dolmens sont prolongés dans l'angle exact d'un triangle 3-4-5 par rapport à l'ouest, nous retrouvons deux gigantesques mégalithes en tête des alignements de Sainte-Barbe. La précision est au centième de degré sur plus de 1500 mètres. Deux autres dolmens vont de nouveau illustrer ce principe. Les dolmens de Manet-Gros et de Manet-Braz sur la commune d'Erdeven près de Karnak. Ces deux dolmens sont de structure identique et unique, car un couloir donne sur 4 chambres situées de part et d'autre de l'axe. Ce couloir est orienté vers le lever du soleil le jour le plus court, le solstice d'hiver au 21 décembre. Si nous prolongeons de nouveau l'axe du dolmen de Manet-Gros selon l'axe d'un triangle 3-4-5, nous arrivons dans le couloir du dolmen de Manet-Braz. Ces deux dolmens sont alignés sur la pente d'un triangle 3-4-5. Ils sont séparés de 1050 mètres exactement. À l'emplacement de l'angle droit de ce triangle, un champ d'alignement de menhir, aujourd'hui ruiné, s'orientait sur l'axe est-ouest. De nouveau, un gigantesque traçage de triangle 3-4-5 a eu lieu ici il y a 6000 ans. Deux autres endroits en particulier donnent des clés de cette géométrie à angle droit qui semble générer une énergie spéciale. Le rectangle mégalithique de Crucuno et le quadrilatère et géant du Magno. Le célèbre rectangle mégalithique à Crucuno semble presque trop parfait pour être vrai. La particularité du quadrilatère de Crucuno vient d'abord de son orientation. Ses 4 côtés sont rigoureusement alignés sur les axes cardinaux. 2 lignes sont nord-sud et les 2 autres sont est-ouest. Ce fait n'est pas compatible avec l'idée que l'on se fait des humains qui vivaient dans la région il y a 6000 ans. Deuxièmement, au moment des solstices, le soleil se lève et se couche dans les diagonales du rectangle.
Ce fait était exact à l'époque de construction, vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est décalé de moins d'1 degré. Troisièmement, les proportions de ce rectangle sont de 3 pour ses côtés nord-sud et 4 pour ses côtés est-ouest. Par conséquent, sa diagonale vaut 5. Autrement dit, les deux côtés plus la diagonale forment un triangle 3, 4, 5. Et pour finir, les dimensions intérieures de ce rectangle mesurent 30 par 40 par 50 yards mégalithiques. Les membres du groupe mégalithique, appelé ASEM, ont produit une corde de 120 yards mégalithiques de long. La corde est divisée en 12 parties par 13 bandes rouges. Il y a 10 yards mégalithiques entre chaque marqueur rouge. Le yard mégalithique est une mesure statistiquement déterminée dans les années 1950 par un certain professeur Thom de l'Université d'Oxford qui a étudié plus de 600 monuments mégalithiques dans les îles britanniques. Ces méthodes utilisées pour obtenir la mesure de 82,9 cm ont été approuvées par la Royal Society of British Statisticians en 1955. La corde s'inscrit parfaitement dans la forme du rectangle de Krukunow. Nous vérifions si ces dimensions mesurent 30 yards mégalithiques côté nord-sud, 40 côté est-ouest et 50 sur la diagonale. Et c'est exactement ce que nous voyons. Incroyable. L'exactitude de cette géométrie est confirmée par des mégalithes distants, placés sur des points hauts, de part et d'autre du rectangle, qui marquent l'extension des lignes ou des diagonales. D'abord du côté du lever du soleil au solstice d'été, un menhir de 3 mètres de haut, distant d'1 kilomètre, est placé dans un jardin privé. Ensuite, du côté du coucher du soleil au solstice d'hiver, se trouvent des menhirs éloignés de 350 mètres. Aujourd'hui couchés et cachés dans les broussailles. Ces menhirs sont alignés perpendiculairement à l'axe de la diagonale du rectangle et devraient servir de visée pour marquer progressivement l'arrivée du soleil vers sa position extrême. Puis, du côté du coucher du soleil au solstice d'été, un ensemble de mégalithes ruinés sur le point haut du relief marque l'emplacement. Le plus spectaculaire se situe dans le prolongement de l'axe du lever du soleil au solstice d'hiver. Dans cette direction, le terrain est totalement plat pendant plus de 5 km. Puis nous arrivons dans une montée et au sommet, les grands menhirs en tête des alignements de Kermario à Karnak. Depuis le quadrilatère de Krukunow, à une époque où la végétation était basse, on observait le soleil se lever le jour le plus court de l'année, avec les géants de Kermario découpés en noir sur sa surface. Le rectangle de Krukunow fut donc tracé en utilisant des points de visée lointains, afin d'obtenir un très haut niveau de précision. C'est clairement la mise en œuvre d'une méthode scientifique. Le dolmen de Krukunow contient la plus grosse dalle de couverture de toute la région. Elle pèse aux environs de 40 tonnes.
Autrefois, le dolmen comportait un très long couloir qui a aujourd'hui totalement disparu, mais dont les traces existent sur une ancienne gravure de Blair et Reynolds faite en 1833. Les restes des pierres gravées de ce couloir peuvent être trouvés, réutilisés dans des bâtiments en pierre construits à proximité. La chambre du dolmen se situe dans le prolongement des pierres qui composent le côté nord du rectangle de Krukuno. Elle est exactement à l'ouest de cette ligne. Lors du coucher du soleil à l'équinoxe, vu le long de cette ligne de menhir du rectangle, le soleil se couche dans la chambre du dolmen. Ce n'est pas seulement à Krukuno que la corde mesurée correspond exactement à la position des mégalithes. Avec la même corde et les mêmes mesures, on retrouve exactement le même triangle 3-4-5 sur le site du Magno, où se trouve le plus grand menhir de Karnak. Sur un axe est-ouest se trouvent deux pierres de la même largeur, le géant du Magno et une pierre couchée arrondie appelée la Dame du Magno. Au sud de cette ligne, j'ai découvert une pierre carrée sous la végétation, exactement à l'endroit où j'espérais la trouver. Ce fut une expérience assez étonnante. La pierre carrée est située exactement dans l'angle droit d'un triangle 3-4-5 de la même taille qu'à Krukuno. Il mesure 30 par 40 par 50 yards mégalithiques. Du géant à la pierre carrée, il y a 4 espaces de 10 yards mégalithiques. « 30 yards mégalithiques lient la pierre carrée à la Dame. Et enfin, entre la Dame et le géant, il y a 50 yards mégalithiques le long de la ligne est-ouest. J'ai décidé de nommer cette forme le triangle de fertilité. Si nous partons vers le nord depuis la Dame, nous arriverons à un quadrilatère de petites pierres, et plus précisément à 2 pierres bien plus grandes que les autres, qui forment entre elles une porte. Cette porte marque le coin d'un deuxième triangle 3-4-5, aligné cette fois-ci sur les axes cardinaux. Ici, c'est la Dame qui positionne l'angle droit du triangle, tandis que le géant marque l'autre angle. Le côté 5 du triangle de la fertilité devient le côté 4 de celui-ci. La porte semblerait être la forme en négative du géant et plus précisément d'une vulve. Elle contraste ainsi avec la nature phallique évidente du géant. Or, au moment du lever du soleil au solstice d'hiver, le 21 décembre, l'ombre du géant pénètre par cette porte et semble féconder ainsi l'enceinte quadrangulaire. 9 mois plus tard, à l'équinoxe d'automne, l'ombre du géant vient effleurer la Dame, tel un ventre en pierre, prêt à accoucher. Nous assistons à une mise en scène de la vie humaine, reliée au cycle cosmique. J'ai appelé ce deuxième triangle le triangle de la conception. Alors les choses deviennent très claires. Le triangle 3-4-5 était l'emblème de l'angle droit. Pas seulement un théorème intellectuel, mais aussi un espace sacré réel, un hymne à la vie contenant le mouvement céleste. Et c'était la forme fondamentale utilisée par les bâtisseurs mégalithiques de Karnak.
Les mêmes principes exprimés en géométrie se trouvent dans l'harmonie musicale, un autre des 4 sujets du quadrivium. Dans la Grèce antique, il est raconté que mal accorder sa lyre et jouer dans l'espace public pouvait être puni par la peine de mort, car on rompait l'harmonie du monde. Bien que le savant grec Pythagore soit connu de tous les écoliers comme le patriarche de la géométrie, sur la façade de la cathédrale de Chartres, école où on enseignait l'ancienne science, sa muse située au-dessus de sa tête représente la musique. Nous comprenons donc qu'il y a une relation étroite entre harmonie et géométrie. C'est Pythagore qui a révélé le principe de l'octave musicale, où à partir d'une note donnée, on obtient la même note mais plus aiguë en doublant son niveau vibratoire. La note de l'octave apparaît par résonance naturelle. Lorsqu'on fait vibrer une corde de guitare, la corde plus grave située au-dessus vibre par résonance sympathique, sans qu'on la touche. Pythagore avait compris que le son produit par un tube était proportionnel à sa longueur. Si un tube est coupé en 2, le son produit sera 2 fois plus aigu. C'est l'octave. Coupé en 3, c'est 3 fois plus aigu. Coupé en 4, la note est 4 fois plus aiguë, l'octave suivante, et ainsi de suite. Le rapport 3-4-5 peut donc être exprimé aussi dans sa forme vibratoire. Un tiers. Un quart. Un cinquième. C'est ce que nous appelons l'accord parfait. La fréquence d'une note peut être exprimée en nombre de vibrations par seconde, aussi appelé le Hertz d'après le physicien allemand. On peut mesurer la fréquence avec un fréquence-mètre. On voit que la fréquence d'une note chantée oscille autour d'une fréquence centrale. Prenons une note fondamentale à laquelle on attribue la valeur 1 ou Do. En multipliant sa fréquence par 2, nous obtenons l'octave, le Do supérieur. Si nous le multiplions par 3, nous obtenons la quinte ou Sol. Par 4, c'est 2 fois 2, donc l'octave supérieure encore. Puis par 5, on obtient la note Mi. 3, 4, 5. Sol, Do, Mi. C'est l'accord parfait. Une harmonie qui inspire la joie, l'optimisme et la force. Eh bien, la forme du triangle 3, 4, 5 génère cette même harmonie dans l'espace physique. Ces notes qui suivent une progression de vibrations par seconde liée au nombre entier apparaissent naturellement, par résonance. Il n'y a pas de note intermédiaire, pas de lente progression vers les notes aiguës au fur et à mesure que le tuyau tourne plus vite. Le son saute directement d'une note à la note suivante. Nous comprenons comment la gamme musicale, appelée gamme naturelle, est le déploiement des nombres dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'une fausse note? Il s'agit d'un son qui n'a pas un rapport numérique simple avec d'autres notes. Par exemple, sur une note fondamentale de 200 Hz, une note qui vibre à 387 Hz par exemple, légèrement moins que le double,
va créer un son désagréable. 387 n'est pas un rapport harmonieux avec 200. Et nous ressentons cette friction par une tension musculaire que nous percevons comme inconfortable. Le professeur Thom a également démontré comment le triangle 3-4-5 était utilisé pour dessiner les courbes, en particulier celles qui composent le cromlech à la tête des alignements du Mennec. En mettant deux triangles 3-4-5 dos à dos, il devient possible de tracer la forme d'un œuf en utilisant une corde centrée sur chacun des angles. Le mot cromlech provient du nom breton crom, que signifie courbe, et lech, qui signifie pierre dressée. Cromlech indique donc une courbe de pierre dressée. Le cromlech du Mennec à Carnac est difficile à voir dans son ensemble, car un village est construit à l'intérieur et autour. Voici comment le triangle 3-4-5 a été utilisé pour tracer ce cromlech en forme d'œuf. Un premier triangle 3-4-5 de dimension 37,5 yards mégalithiques sur le côté 3, 50 yards mégalithiques sur le côté 4 et 62,5 yards mégalithiques sur le côté 5, a été placé avec son côté 5 orienté nord-sud. Ce triangle a ensuite été retourné autour du côté 4. À partir des coins de ce double triangle 3-4-5, l'œuf a été tracé, comme on a vu sur la plage. Le côté supérieur de ce double triangle coïncide avec le lever du soleil au solstice d'été, marqué plus loin par une grande pierre couchée, et encore plus loin par une pierre circulaire située entre les fils d'alignement. Or, ce fait n'est vrai qu'à la latitude de Carnac sur Terre. Si l'on va plus vers le nord, la forme du rectangle solsticial s'approche plus du carré. Plus vers le sud, et la forme s'aplatit. Le triangle 3-4-5 est vraiment le marqueur astrogéométrique de la latitude de Carnac. Un tracé géométrique identique à celui utilisé pour le cromlech du Mennec à Carnac existe sur une tablette sumérienne, trouvée dans la ville d'Ur et datée de 2100 avant notre ère. Les côtés des triangles sont bien marqués 30, 40 et 50. De façon clairement visible, ou subtilement inscrit, le triangle 3-4-5 est omniprésent à Carnac. Les alignements du Mennec à Carnac suivent-ils également la direction d'un triangle 3-4-5? En fait, c'est différent, mais c'est lié. Cela donne une autre indication qui est très intéressante. Examinons l'angle de ces rangées de menhirs par rapport aux axes cardinaux. Un regard rapide va nous permettre de nous rendre compte que les 11 alignements du Mennec ouest visent exactement le début des 10 fils d'alignement de Kermario à 1466 mètres de distance.
La ligne la plus au sud, au Menec, vise le dolmen de Kermario. La ligne suivante vise la première ligne au sud à Kermario, et ainsi de suite. L'angle de cette ligne depuis le nord est de 71,56 degrés. Si nous mesurons depuis l'axe est-ouest, nous obtenons 18,44 degrés, ce qui est l'angle exact de la diagonale d'un triple carré. Nous retrouvons exactement le même angle pour la deuxième ligne, puis la troisième ligne. Les menhirs des alignements du Menec suivent cette direction et les premières pierres à Kermario aussi. Si l'on se réfère au texte de l'Ancien Testament de la Bible, c'est Dieu lui-même qui aurait introduit l'angle droit sur terre dans les instructions qu'il aurait données verbalement à Moïse pour la construction de sa demeure terrestre. Cette construction était ouverte sur la façade est. Elle faisait 10 coudées de large, 10 coudées de haut et 30 coudées de long. Son plan au sol avait donc des proportions de 1/3, soit un triple carré ou tricarré. Le tabernacle était divisé en deux parties. À l'ouest, il y avait le Saint des Saints qui était un cube de 10 coudées de côté. Puis du côté est, le Saint qui avait la forme au sol du double carré ou bicarré. Plus tard, vers l'an 1000 avant notre ère, pour la construction de son fameux temple, Salomon a utilisé pour le plan au sol les mêmes proportions et orientations avec la même division en deux parties, mais en 2 fois plus grand. La hauteur fut multipliée par 3. Le bicarré au sol de 40 coudées de long va générer un triangle 3, 4, 5 dans l'élévation des murs, avec une hauteur de 30 coudées. Le triple carré et le triangle 3, 4, 5 étaient donc réunis dans le temple de Salomon. Dans le culte musulman, le grand lieu sacré est la Kaaba à la Mecque, nom qui signifie le cube en arabe. Ces principes de construction, des carrés et rectangles avec des proportions en nombre entier, orientés selon les axes cardinaux, seraient donc réservés au temple, à des lieux sacrés et fixes, placés une fois pour toutes dans un lieu déterminé. Il serait différent des habitations du monde naturel et vivant, toujours en mouvement. Alors, qui a construit ce triple carré des alignements du Menec à Karnak, qui se conforme au même principe que le temple de Salomon, 4000 ans avant l'écriture de la Bible? Mais il y a un autre secret caché ici. Car l'angle du triple carré est exactement la moitié de l'angle d'un triangle 3, 4, 5. Lorsque la première ligne des alignements mégalithiques du Menec à Karnak arrive sur le dolmen de Kermario, elle double son inclinaison et file le long de la première ligne de menhir au sud de Kermario. C'est une géométrie extrêmement précise par rapport aux axes cardinaux et à une échelle gigantesque. La distance de 1466 mètres qui sépare les premières pierres des fils du Menec des premières pierres des lignes à Kermario est exactement 10 fois la hauteur de la grande pyramide en Égypte, soit 2800 coudées royales égyptiennes.
Mais le lien entre Karnak en France et Karnak en Égypte est une autre histoire. Suite à cette découverte dans les alignements de Karnak, il est maintenant intéressant de voir si Göbekli Tepe, qui était peut-être le premier temple du monde, présentait une quelconque géométrie sous-jacente. En 2019, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont développé une méthode pour déterminer le centre exact des 3 enceintes actuellement découvertes à Göbekli Tepe. Ils ont découvert que ces 3 points formaient un triangle équilatéral presque parfait. Sa base est alignée avec les piliers centraux des 2 enceintes inférieures. C'est déjà remarquable. Mais comment ce triangle est-il orienté? L'existence du nord géographique marqué sur le plan nous permet de voir que la base de ce triangle est inclinée le long de la diagonale d'un triple carré placé sur les axes cardinaux, exactement comme les alignements du Mennec à Karnak. C'est un fait indiscutable qui repousse les origines de la géométrie des espaces sacrés à près de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais l'agencement modulaire ne s'arrête pas là. Le côté gauche du triangle est marqué par la diagonale d'un quintuple carré orienté nord-sud. L'angle ainsi formé mesure 60,255 degrés et correspond mieux à l'agencement des centres que le triangle équilatéral parfait. La subtilité des constructeurs est immense et l'utilisation de la géométrie modulaire montre un niveau de raffinement très élevé dans leur science. Le 3e côté du triangle est tracé par la diagonale d'un rectangle de 8 par 9. L'angle inférieur droit de ce triangle mesure 60,068 degrés et la somme des 3 angles est bien sûr exactement 180 degrés. Évidemment, puisque ces pierres ont été recouvertes par un cairn pendant 10 000 ans, elles sont toutes exactement à leur place d'origine. Sur une île dans le golfe du Morbihan, juste à côté de Karnak, se trouve un monument mégalithique unique, l'un des mieux conservés au monde. Sa position entre 2 rivières et entourée de collines correspond à un site feng shui parfait, selon l'ancienne science chinoise. Il s'agit d'un cairn de pierre sèche d'un diamètre de 50 mètres recouvrant un dolmen. En 2012, lors du solstice d'hiver, le groupe mégalithique ASEM a organisé un certain nombre d'expériences dans ce monument. Il était question de filmer le rayon du soleil qui pénètre dans la chambre du dolmen à ce moment-là, de mesurer l'angle exact de ce rayon par rapport aux axes cardinaux, de faire des relevés de taux de radioactivité et d'ions négatifs, et enfin de tester l'effet d'un séjour dans la chambre sur la vitalité humaine. Le couloir long de plus de 13 mètres est étroit. Les pierres qui le composent sont toutes à leur place d'origine. Sur 29 pierres, 23 sont gravées de formes mystérieuses et abstraites. Comme des ondes qui se déploient. Ou des énergies qui montent et qui descendent. À l'entrée du couloir, entre 2 pierres du plafond, une gravure presque invisible semble donner la dédicace du monument. 2 formes en U, comme des ondes ou des serpents, sont positionnées côte à côte.
Entre les deux, nous pouvons distinguer des demi-cercles concentriques, comme des ondes qui se déploient depuis un point central de l'ensemble. Nous pouvons aussi discerner les têtes et les langues des deux serpents. Pouvons-nous comprendre que deux forces opposées s'affrontent ici, comme les deux mammouths de la grotte de Rouffignac en Dordogne? Faut-il comprendre que de cette opposition émane une force nouvelle? Malgré des conditions météorologiques adverses, il a été possible de mesurer les angles exacts dans le couloir. Les premiers rayons du soleil descendent la diagonale du couloir et il a été possible de prendre la mesure dans l'ouverture derrière la porte. La dernière pierre à gauche du couloir dépasse légèrement et c'est là que se dirige le premier rayon du soleil. Il y a une ligne horizontale gravée sur cette pierre et en dessous on semble voir le soleil avant qu'il ne se lève. En mesurant la position du soleil dans le ciel, le nord exact peut être calculé, ce qui permet de déduire des angles parfaits. Cette dernière pierre à gauche joue un rôle très important dans le réglage de l'angle exact. Elle capte les premiers rayons rouges profonds, réfractés par l'atmosphère avant même que le soleil ne soit visible à l'horizon. Au fur et à mesure que le soleil se lève, le rayon avance vers la droite sur la pierre en direction de la chambre. Soudainement, le rayon va dépasser la pierre et se projeter comme un laser vers le fond de la chambre. Puis il va s'élargir en devenant jaune. C'est la marque exacte du triangle 3-4-5. Au solstice d'hiver 2019, nous sommes retournés à Gavrenis pour tenter de capter en images les moments magiques que j'ai pu vivre par le passé. Une bande de nuages à l'horizon a empêché les premiers rayons solaires de pénétrer au fond du couloir. Et progressivement, la luminosité a augmenté. Je me faisais à l'idée que ce ne sera peut-être pas encore la fête cette année, quand soudain le soleil s'est libéré des nuages et a pu venir éclairer les gravures silencieuses au fond de la caverne, faites à main d'homme. Par sa lumière rasante, il révèle le relief marqué dans le granit. Chaque pierre racontant son histoire sans parole, dans une unité d'ensemble. De nouveau, la magie opère, comme si ce rayon pénétrait au fond de moi pour éclairer une mémoire profonde et silencieuse. Les gouttes de pluie tombent du plafond et renforcent la sensation éternelle de l'instant.
Je suis bien. Il est impensable que toutes ces similitudes géométriques astrales soient le résultat du hasard ou de la coïncidence. Dans la région de Carnac en Bretagne, deux des monuments mégalithiques les plus importants révèlent un secret encore plus stupéfiant. Le premier est le tumulus Saint-Michel à Carnac, une colline artificielle faite de 65 000 tonnes de pierre. La chapelle blanche perchée au sommet et les marches qui y mènent sont bien sûr des ajouts récents. C'est l'une des constructions les plus anciennes, datant de près de 7000 ans. Des fouilles menées au XIXe siècle ont révélé une chambre cachée au cœur de la montagne. Évidemment, cette chambre n'a pas bougé d'un pouce depuis sa construction. Autour de la base du tumulus, de nombreuses pierres ont été placées, dont 6 sont encore très visibles. Le tumulus a été mesuré à 125 mètres de long sur 62,5 mètres de large. Cela correspond au rapport de 1 à 2 et indique la présence d'un double carré. On peut voir que la ligne centrale de ce double carré est précisément marquée par 2 pierres. Une troisième pierre marque l'angle du solstice d'été, vu depuis un coin du double carré. Mais c'est la portion inclinée de ce double carré qui est extrêmement surprenante, car elle est inclinée de la même manière que les monuments de Göbekli Tepe, le long de la diagonale d'un triple carré placé sur les axes cardinaux. Cela signifie que son orientation est exactement parallèle aux alignements mégalithiques qui se déroulent entre Le Mennec et Kermario vers le nord. La position du tumulus semble avoir été déterminée à l'aide d'un triple carré identique. Le second monument est le grand menhir brisé de Lokmariaker, une pierre colossale pesant 350 tonnes, taillée dans une roche qui n'est pas locale, mais qui provient d'au moins 12 km de distance. Aujourd'hui brisé en 4 morceaux, ce monolithe est contemporain du tumulus Saint-Michel. Sa base est localisée avec précision. L'emplacement est aujourd'hui marqué au sol par des petites pierres posées en surface. Or, la relation entre ces deux monuments majeurs va révéler des faits insoupçonnés. Si nous traçons un trait entre la chambre du tumulus et la base du grand menhir, nous obtenons un angle de 101,31 degrés depuis le nord géographique, soit 11,31 degrés depuis l'axe est-ouest. Ceci est l'angle exact d'un rectangle de proportion 1 sur 5, appelé aussi un quintuple carré. Autrement dit, la distance qui sépare ces deux monuments sur l'axe est-ouest est précisément 5 fois plus grande que celle qui les sépare sur l'axe nord-sud. Mais quelle est cette distance? Pour la connaître, nous pouvons mesurer entre les deux monuments, puis un calcul simple nous donnera la taille de chaque carré. Entre les deux lieux, nous relevons 9444,44 mètres. Le calcul nous permet donc de savoir que chaque carré mesure 1852,2 mètres. Et c'est ici que notre esprit chancelle, car 1852,2 mètres est la mesure exacte du mille nautique. Le mille nautique correspond à la longueur moyenne d'une minute du méridien terrestre. Pour connaître le mille nautique,
Il faut connaître la taille de la Terre. C'est la division du méridien par 360 degrés, puis 60 minutes. La circonférence terrestre passant par les deux pôles mesure 40 000 et 7,864 km. Divisé par 360, nous obtenons la longueur d'un degré moyen de 111,133 km. Divisé maintenant par 60, le résultat donne 1852,216 mètres. La taille exacte des 5 carrés placés selon les axes cardinaux qui séparent le centre du tumulus Saint-Michel et la base du grand menhir. Vous l'avez compris, ces faits bouleversent totalement notre vision de ce lointain passé. La combinaison d'une géométrie précise avec des mesures précises éloigne totalement toute idée de coïncidence. Ces monuments immuables et gigantesques ont été positionnés pour durer dans le temps. Prouesse réussie malgré les actes inconscients des humains tout au long des millénaires. Mais ce qu'ils nous révèlent ne s'arrête pas là. Pourquoi avoir placé ces monuments sur un quintuple carré? Pourquoi ne pas les avoir mis sur les coins d'un carré, par exemple? Considérons maintenant le côté est-ouest de cette forme géométrique. Il mesure 5000 nautiques, soit 1852,2 fois 5, ce qui donne un nombre entier de mètres, 9261. Or, ce nombre n'est pas anodin. Il est le résultat de la multiplication de 3 au cube par 7 au cube. Ainsi, par ces deux nombres, 3 et 7, et un quintuple carré, nous pouvons connaître la taille de la Terre en mètres. C'est une même pensée qui sous-tend toutes ces constructions à travers des millénaires et des continents. Mais nous n'avons plus de lien avec cette époque. Il y a 7000 ans, à Carnac en Bretagne, une connaissance profonde de la mesure du mètre était inscrite. Ce n'était jamais le 10 millionième du quart du méridien terrestre, une approximation vulgaire qui n'a tenu que quelques décennies. Le mètre est en fait une mesure universelle, car il lie les nombres et les lois à la réalité physique. C'est pourquoi la longueur du mètre a également été inscrite dans la chambre haute de la Grande Pyramide d'Égypte. D'une manière incroyablement intelligente, le cœur du plus grand bâtiment de la planète, l'un des refuges les plus sûrs jamais construits, contient ce secret incroyable. Il a été construit de manière à ne pas bouger d'un millimètre au fil des millénaires. La forme géométrique du sol, un double carré, livre 3 longueurs présentes sur ce sol: le côté, la longueur et la diagonale. Celle-ci donne les nombres 1, 2 et 2,236, qui est la racine carrée de 5. Si on ajoute ces nombres, on obtient 5,236. La largeur de la chambre en mètres. Si on mesure le périmètre de la chambre, on obtient 31,416 mètres. C'est exactement 10 fois pi.
une constante universelle. De l'autre côté de l'océan Atlantique, à Tiwanaku en Bolivie, nous découvrirons la même géométrie avec les mêmes mesures. C'est la structure monolithique appelée la porte de la Lune qui les a préservés au fil des siècles. Bien que la porte soit légèrement effilée, sa largeur moyenne est d'1 mètre et sa hauteur de 2 mètres. Nous retrouvons à nouveau la mesure du mètre, comme dans la Grande Pyramide. Encore une fois, nous avons un double carré. En traçant la ligne diagonale de l'ouverture de la porte de la Lune, qui est un double carré de 1 sur 2 mètres, nous obtenons la mesure de 2,23 mètres, correspondant exactement à la hauteur du monolithe. Ces dimensions ont été mesurées par Alphonse Stubel en 1877. Cette géométrie ne laisse rien au hasard. Mais ce qui est vraiment étonnant, une fois de plus, c'est l'utilisation de la mesure du mètre. La longueur du mètre était considérée comme une connaissance de valeur profonde. Elle a été gardée secrète pendant des millénaires et n'a été révélée ouvertement que lorsque Napoléon a décidé de le faire après la Révolution française et sa campagne en Égypte. Le processus de pensée astrogéométrique et le même système de mesure sous-tendent toutes les constructions anciennes à travers les millénaires et les continents, comme nous le verrons dans le film à venir. Alors toute la Terre avait un même langage et une même parole. Une langue pour parler de la même science, de la même harmonie, du même savoir. Différents endroits sur Terre ont été choisis pour transmettre cette compréhension de manière intemporelle, au-delà de la culture et de l'écriture. Bien que dispersés dans l'espace et les époques, ils ont une source commune. L'origine de leur science était avant le déluge. En remontant très loin, au mégalithe. Nous n'avons plus aucun lien avec cette époque. Seul Platon, dans l'Antiquité, parlait des splendeurs de l'Atlantide. Diodore de Sicile a mentionné les Hyperboréens, de grands scientifiques et astronomes qui vivaient dans le Nord et qui ont transmis leur savoir aux Grecs par le sage Abaris. Nous n'avons pas d'autres écrits sur ces civilisations perdues, mais des vestiges de ces peuples existent, et des traces de leur mode de pensée également. La technologie moderne commence à nous permettre d'apprécier l'existence d'une civilisation très avancée dans un passé lointain. C'est un énorme défi pour l'histoire des humains sur Terre. Pouvons-nous continuer à fermer les yeux sur les faits présentés dans ce film, qui ne sont que quelques exemples parmi des dizaines? Seul le temps nous le dira.